Salut à toutes et à tous, c'est Régis La Passe D. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de La Passe D au centre d'entraînement de Gramont du MHSC où on va retrouver Selim Herif. Selim a 28 ans, il est originaire de Sens, Bourgogne-Franche-Comté et il a un parcours et surtout un métier très atypique. On va le retrouver de suite. Allez, c'est parti. Bon Selim, comment tu vas alors déjà? Ça va, merci. Ça se passe bien? Ouais, ça va, tout se passe bien. Bon, alors la première question qu'on se pose quand on te voit, c'est que tu es analyse vidéo. Alors qu'est-ce que c'est un analyse vidéo exactement? Ouais, alors un analyse vidéo, c'est une personne qui est dans le staff, en fait, pour créer des montages vidéo. En fait, ça se divise en deux parties. Une étude de notre équipe, donc des montages vidéo sur notre équipe, avec des retours de match, avec des points forts, des points faibles, ce qu'on a fait de bien ou de moins bien. Et ensuite, une partie sur l'adversaire. Donc aller chercher chez l'adversaire en regardant 4, 5, ça dépend des équipes et des staffs, 4 et 5 derniers matchs et pour voir en fait pareil, leurs points forts, leurs points faibles, où est-ce qu'on va pouvoir appuyer, à quoi il va falloir faire attention. Donc tu l'as dit, vous travaillez et sur votre équipe, mais tu travailles aussi sur l'adversaire. C'est ça. Donc en fait à Montpellier on est deux. Ouais. Donc moi je suis l'adjoint de Jonathan Liorent, qui est l'analyste responsable, qui lui s'occupe donc de l'étude de l'adversaire. Et moi donc je suis sur la partie analyse de notre équipe. Donc je fais les montages retour et les dossiers statistiques retour de match. Alors une autre question fondamentale là, qui me vient comme ça, c'est comment ça t'est venu cette passion et pourquoi tu t'es tourné vers l'analyse vidéo plutôt que la préparation physique, le coaching en fait En fait, à la base, j'étais parti sur la préparation physique. Donc, j'étais parti sur un master à la fac de Montpellier. Et en fait, en M1 prépa physique, j'ai le club de Montpellier, justement, avec Nicolas Jauvert, l'ancien analyste du club, qui est aujourd'hui à Manchester City, adjoint de Pep Guardiola, qui recherchait des stagiaires donc pour l'aider à travailler dans l'analyse vidéo. Il voulait faire un peu monter son travail. Et du coup, donc Olivier Cavaès, le responsable de la fac, m'a fait rentrer au club avec une autre personne. Et c'est parti de là. Et l'année d'après, ils ont créé un DU à Montpellier, donc à la fac de Montpellier, qui existe toujours encore. Et donc j'ai enquillé sur ça. J'ai lâché le master et j'ai fait mon DU. Et c'est là où j'ai commencé ma première année, ma première demi-année à Béziers, où j'ai réalisé mon premier stage de l'analyse vidéo. C'est quoi une semaine type pour toi en fait là? Comment tu t'organises? À quoi ça... En gros, par exemple, là, on va prendre l'exemple de ce soir. Donc, on joue ce soir à Lyon. Ouais. On va reprendre lundi ou mardi l'entraînement. Donc, moi, je vais récupérer le match donc, d'ici demain, qui sera sur une plateforme. Le coach va me contacter pour me dire qu'il veut voir certaines images. Et après, ça sera à moi de trouver aussi les images que je trouve intéressantes. Ouais. Donc en gros, je vais faire un montage avec les points forts et les points faibles sur l'animation défensive et l'animation offensive. Donc je vais créer un montage d'environ 8 minutes que je vais montrer au coach lundi, quand il viendra au club. Et après, qui me validera ou qui me demandera des images en plus, d'enlever certaines images. Puis après, on le montrera aux joueurs à la reprise de l'entraînement. Ensuite, après ça, je commence à faire le rapport statistique. Donc, grâce à des plateformes, on récupère des statistiques un peu partout. Ouais. Et on fait un rapport papier qu'on imprime pour le staff. Et ensuite, à partir de là, le reste de la semaine, mon travail va consister à préciser en fait tout ce que j'ai codé. Donc coder, c'est faire des séquences. Ouais. Donc, par exemple, séquencer tous les tirs, séquencer tous les centres. Ouais. Et en fait, je vais devoir amener des précisions sur ça. Donc les zones de tir, qui a tiré, qui a passé, quelle action a mené un tir. Pareil pour les centres. Qu'est-ce qui a occasionné une occasion pour l'adversaire, voilà, c'est ça. Pareil pour l'adversaire, donc comment on prend les tirs, comment on prend les occasions, comment on prend nos buts. Ouais. Et voilà, faire ça sur notre match. Et après avec le temps qui reste, on essaie de trouver de nouvelles idées pour amener au coach, de proposer des choses. Et voilà comment... Ça, c'est ma partie. La partie de Jonathan, c'est plus sur l'autre partie de la semaine où il doit préparer le montage de l'adversaire. Donc là, dès qu'on va rentrer de Lyon, lui va travailler directement, il a déjà commencé d'ailleurs, ouais, directement sur Rennes pour proposer le montage et un dossier pareil, statistique, un rapport sur l'équipe de Rennes pour le match de dimanche prochain. Donc vous travaillez en dualité avec Jonathan, ouais, c'est ça, et tu travailles en appui avec Michel Derzakarian.
C'est ça. Donc, d'après ce que tu as dit aussi, il faut également des notions en technique et en tactique aussi. Parce que c'est pas tout de proposer un montage, il faut aussi repérer les actions qui occasionnent des buts, il faut connaître le football, quoi. C'est exactement ça. C'est un peu la complexité du travail d'analyse vidéo, c'est que, et c'est ce qu'on essaye de montrer un peu à tout le monde, parce que c'est un métier qui est en train de naître au final. En France, on n'est pas encore très connu par rapport aux pays, voilà, aux pays anglo-saxons ou en Espagne ou à d'autres pays européens. En fait, on n'est pas juste des monteurs vidéo ou des informaticiens, on n'est pas là juste pour découper, pour faire de l'ordinateur. Donc il faut des bonnes notions tactiques, technico-tactiques, pour voir les choses que le coach veut voir. Et être en relation avec le coach aussi, c'est pas avoir sa propre vision du football, mais c'est ce que le coach va rechercher. Si lui il te dit qu'une attaque placée c'est comme ça, il va te donner sa définition, toi tu en as une autre, ben, tu vas t'adapter au coach et à faire ce que lui veut voir. L'analyse vidéo c'est récent en fait, là. Ça a commencé dans quel pays et ça a commencé il y a combien de temps? Quel club a commencé vraiment et ont été précurseurs là-dessus? Ben, les pays anglo-saxons, je pense, et les pays américains aussi. Donc, pas dans le football, mais ça existe déjà depuis longtemps. En France, je crois que les précurseurs, ben, il y a Nicolas Jauvert qui en fait partie. Il y a un ancien analyste des Girondins de Bordeaux qui travaille sur cassette. C'est vraiment lui un des pionniers. Et après, ouais, donc les pays américains avec le basket, le football américain, le baseball, ça fait des années, plus de 20 ans, je pense, qu'ils travaillent sur ça, sur les statistiques et sur la vidéo. En France, ça doit faire je pense, une petite dizaine d'années que ça commence vraiment à monter. Et ça progresse, quoi. Et ça progresse. Et Michel Derzakarian, il en fait beaucoup ou lui, c'est plus quelqu'un qui en fait mesurément? Je pense qu'il en fait dans la moyenne. On fait minimum 2 montages par semaine. Donc le montage retour de match et le montage sur l'adversaire au minimum. On a eu des semaines où on en a fait plus, où on montrait l'adversaire un peu tous les jours pour pouvoir travailler à l'entraînement. Et donc voilà, je pense qu'il est dans la moyenne. Il n'en fait pas énormément, mais il n'en fait pas peu non plus. Toi, c'est quoi tes relations avec lui? Comment ça se passe? Ça se passe bien, ouais. Moi, je suis directement en relation avec lui pour les montages, contrairement à Jonathan avec l'adversaire qui est avec l'adjoint. En fait, c'est l'adjoint qui s'occupe de présenter l'adversaire, donc il travaille avec Jonathan. Et moi, c'est plus avec le coach. Sur le groupe, toi, avec Michel, ouais, c'est lui qui s'occupe de la séance vidéo retour de match. Donc ça se passe bien. Et avec le groupe, du coup, tu as un statut particulier, t'es quoi? T'es monsieur vidéo? Comment ça se passe? Ouais, bah moi après je suis moins proche des joueurs qu'à Béziers par exemple parce que je fais pas les déplacements. Donc voilà, tu sympathises un peu moins avec. Mais les joueurs sont cool comme le staff, personne ne se prend la tête et tout, c'est vraiment comme l'image qui monte, c'est vraiment un club familial et où tout se passe bien avec tout le monde. D'accord, c'est convivial quoi en fait. Très convivial. Tu présentes tes analyses en petits groupes? Comment ça se passe? Quand il présente ses analyses ou quand toi tu présentes tes analyses, tu fais une analyse que tu présentes à Michel Derzakarian et ensuite lui il partage en petits groupes, il partage en plénière ou des fois il prend un joueur à part et il lui montre là attention, c'est quelque chose que tu dois faire. Alors nous on présente rien. Enfin, on présente au coach ou à l'adjoint. Et c'est vraiment le coach et l'adjoint qui présentent aux joueurs. La plupart du temps, la grande majorité, c'est en groupe, collectif. Tous ceux qui ont joué, même ceux qui n'ont pas joué d'ailleurs. Et il peut y avoir dans la saison des entretiens individuels où on va faire un petit montage individuel ou un bilan statistique que là le coach ou les coachs vont voir en individuel des joueurs. Et là tu t'appuies sur la vidéo pour dire aux joueurs, voilà, c'est arrivé sur certains joueurs pour leur montrer ce qu'ils faisaient de bien, ce qu'ils faisaient de moins bien, pour qu'ils essayent de progresser. Ça c'est avec l'autre adjoint, Franck Risetto, qui réalisait ça. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. Il y a aussi par ligne, comme tu disais, donc que les défenseurs, que les milieux, que les attaquants. Ça, on le fait pas tellement, mais c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant et qui se fait dans d'autres clubs. L'analyse vidéo, tu en fais aussi pendant l'entraînement, des fois sur des séquences ou pas? Ouais, ça peut arriver. Donc on filme la séance, pardon. Donc ça, c'est à la demande des coachs. Donc on a un mât télescopique pour filmer, ou alors sur ce terrain, il y a des caméras automatiques. Donc c'est souvent les séances de jeu.
Donc de grands jeux à 10 contre 10 ou 11 contre 11. Et voilà, on fait des petits retours après s'il y a besoin. Et tu présentes toujours tes séquences vidéo au même moment en fait, quoi, Nico, c'est-à-dire après les matchs en fait. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas de match dans la semaine, comme la Coupe de France, le lendemain de match c'est repos. Et le surlendemain, donc 48 heures après, il faut que le montage soit prêt. Et c'est à ce moment-là qu'on le montre au coach et après aux joueurs. D'accord. Alors je te suis, tu as dit lors d'une interview, mon rôle c'est de veiller à ce que les options de jeu prônées par le coach soient respectées, et si ce n'est pas le cas, de voir ce qui n'a pas fonctionné. Donc tes comptes rendus, quand tu les exposes au coach, comment tu retranscris ce qui se passe en vidéo en un instant T, en une leçon constante pour que le joueur il comprenne son erreur en fait. C'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure, donc ça en revient à faire vraiment ce que le coach veut. Ouais. Donc c'est sa vision du jeu, c'est lui qui a un projet de jeu, c'est lui qui amène. Et donc en fait en début de saison, je crée aussi une vidéo projet de jeu, donc par rapport avec des images de la saison passée. Qui peut se modifier en fonction du classement, en fonction de. C'est ça. Ouais, d'accord. Qu'on va montrer donc aux joueurs en début de saison, en pré-saison, et donc avec tous les axes à suivre. Et donc après en fait tous les montages pendant la saison ils vont être en rapport avec ça en fait. D'accord. Parce que le coach va demander quand on perd le ballon de faire telle ou telle chose, quand on récupère le ballon de faire telle ou telle chose. Et c'est ça que moi j'ai en tête, que je connais les définitions et que je vais essayer de retranscrire sur ça. Si le coach aime bien le repli défensif, le fait de se replacer en bloc défensif compact, et bien ça je vais essayer à chaque match de retrouver des images qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, souvent les deux, parce que ça arrive que le plus souvent qu'il y ait les deux, des fois c'est bien fait, des fois c'est mal fait, et de toujours le montrer à chaque fois en fait. La même action, des fois elle peut être bien faite et mal faite en fait, quoi, du coup. Quoi. Sur une même action, non, sur des actions différentes, mais après sur une même action, tu peux avoir du positif et du négatif. Un début négatif où tu es mal placé au départ, ça crée un décalage, et après un repli défensif où tu t'es bien ajusté, donc ça aussi il peut y avoir des séquences mixtes. Michel Dazakarian, lui, il est plus quoi, transition rapide, c'est-à-dire on essaie de trouver rapidement les attaquants, ou tu essaies quand même de ressortir proprement et d'avoir un schéma placé en fait. Ça dépend, on va pas mal s'adapter à l'adversaire. Hein. Donc on a quand même un profil d'équipe qui se projette très vite vers l'avant, avec nos qualités offensives. Mais on est capable de ressortir court, c'est ce que le coach aussi quand même demande. Il ne demande pas de balancer. Et si on peut jouer, il faut jouer. Après, il faut faire attention au pressing adverse. Quand on joue contre des grosses équipes qui sont capables de mettre un pressing pendant 90 minutes, c'est plus compliqué. Et il ne veut pas non plus qu'on prenne trop de risques. Donc ça dépend des matchs, ça dépend du moment de la saison aussi. Si tu es bien, si tu n'es pas bien, si tu es à la recherche de points. Si tu es à domicile, si tu es à l'extérieur, par rapport à ton système aussi, par rapport aux joueurs qu'il a mis, voilà, on s'adapte. Hein. C'est du 4-3 en fait en général, hein, du coup. On mixe entre le 3-5-2 et le 4-3-3. D'accord. Donc c'est les deux dispositifs qu'on a cette saison. L'année dernière, on en avait quasiment qu'un. On a très peu changé et cette année, on change pas mal. Donc, Qu'est-ce qui fait que dans le football actuel, le football moderne, maintenant, vous êtes devenus indispensables, les analystes vidéo, en fait, là, du coup? Parce qu'en fait, on se rend compte que pour tout, la société, elle passe beaucoup par les écrans, par tout ce qui est visuel. Donc, on dit qu'une image vaut 1000 mots, donc c'est un peu ça. Quand on montre des images à un joueur, il peut pas tricher, en fait. Si on lui dit sans lui montrer, il va pouvoir te dire non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Là, tu lui montres une image, il ne peut pas se cacher et il pourra pas contredire. Même si on peut toujours, après c'est... Tu as eu des expériences, toi, de joueurs où le coach disait non, là, cette action, ça s'est mal passé, et que le mec, en fait... Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire, même avec l'image, ça peut arriver, après c'est une perception. Le coach va dire là, tu aurais pu faire ça. Le joueur, lui, dans l'action, il va se rappeler, il va dire mais non, je pouvais pas, lui, il était trop proche, là, j'étais cuit. Après, il y a toujours un peu des petits débats, mais je pense que c'est mieux. Et même du côté positif, en fait, je pense que psychologiquement, de revoir des choses qu'on a bien faites, on peut imprimer pour les reproduire. Et mal faites, du coup, tu peux les corriger. Voilà. Alors du coup, moi, je t'ai connu personnellement et en tant que joueur. On va revenir sur ton parcours un peu rapidement. 5 saisons à l'AS Béziers. Qu'est-ce que tu retiens en fait de ces saisons? Des moments en particulier, la montée, puis la descente. Le plus beau moment, c'est la montée en
la montée en Ligue 2, donc de national en Ligue 2. Personne s'y attendait. Je crois qu'à la trêve, on était premier non relégable ou relégable. Et on fait une deuxième partie de saison incroyable. Sachant que pour finir sur la montée, vous montez à la dernière journée en plus. Ouais. Tu peux nous raconter ça un peu vite fait? Ouais, on monte à la dernière journée. On joue donc les Herbiers au dernier match, qui venaient de jouer la finale de Coupe de France contre Paris. Ouais. Donc, qui était un peu carbo, mais qui pouvaient se maintenir, qui jouaient le maintien. Il fallait qu'ils gagnent contre nous. Donc là, c'était vraiment un match à double tranchant. Et à côté, on n'avait pas notre destin entre nos mains. On attendait le résultat de Grenoble, Ouais. qui recevait Sannois Saint-Gratien, qui était aussi relégable et qui devait aussi gagner pour se maintenir. Ah, d'accord. Il fallait des points de tous les côtés. Quoi. Voilà, donc c'était des matchs vraiment des matchs couperets. Et on arrive à gagner assez facilement contre les Herbiers. On mène 3-0, je crois, qu'après on est revenu à 3-1 et on marque un 4e but. Et à Grenoble, en fait, je crois qu'il y avait eu des soucis pendant le match. Donc le match finit longtemps après. Ouais. Je crois que Grenoble mène, je ne sais plus s'il mène 1 ou 2-0. Et en fait, Sannois revient et mène sur la pelouse de Grenoble. Et donc là, nous on gagne, ça crie un peu de partout. Tout le monde dit de se calmer parce que ce n'était pas fait encore. Dans l'autre match, il restait 7 ou 8 minutes. Et donc là, on s'est tous mis sur les téléphones, sur les iPads pour suivre le match en direct. C'était sur Canal+ Sport. Et donc on a suivi les dernières secondes, les dernières minutes sur le téléphone, tous ensemble sur le terrain de Sauclière. Et là, au coup de sifflet final, quand Sannois gagne, c'est l'explosion et c'était la folie. Ça, c'est des moments que tu n'oublies jamais. En Ouais, fait, ça c'est extraordinaire. Il y a des joueurs qui t'ont impressionné à Béziers, techniquement, un ou deux. Ouais, peut-être, il y a des voilà. joueurs Qui m'ont impressionné, ouais, Michel Ramon, alors qui ne faisait pas partie de l'équipe de la montée, Ouais. qui avait joué en national, qui est parti la saison juste avant où on monte. Ouais. Ouais, des joueurs comme Michel Ramon, comme Victor Elissal, Ouais. comme Kevin Collin. C'est des joueurs gauchers que j'aurais aimé être, en fait, des joueurs techniques. Donc tu les apprécies quand tu les vois, en fait. Ouais. Et après c'est vraiment des bons gars aussi. Après, il y en a plein. Franchement, à Béziers, il n'y a vraiment que des bons gars. C'était plus dans l'esprit amateur. Je faisais des déplacements, donc on était beaucoup plus proches et j'ai vraiment sympathisé avec beaucoup de monde. Donc c'était vraiment bien. Et avec le coach, c'était comment tes relations là-bas? très bien aussi. Parce Avec que Mathieu- c'est ton baptême, hein, grâce à lui. Avec en fait, Mathieu du Chabert, coup. ouais. Bah, en fait, je commence avec Xavier Collin, Ouais. donc les 6 mois que je te parlais de stage. Ouais. Donc le club était en CFA, on monte en national. Et derrière, c'est là où le club me fait un contrat. Et à la mi-saison de la première saison de nationale, Xavier Collin est remercié. Et c'est Mathieu Chabert, qui était son adjoint, qui reprend. Et là, c'est parti pour 3 bonnes saisons avec Mathieu. Et ouais, c'était énorme. J'ai eu aussi Laurent Solsona en adjoint, Jean-Pierre Singla, Jean-Pascal Singla, pardon. Et à Lyon-Montrésien en préparation physique. Et on s'entend tous très bien encore. On se parle très souvent. Et c'est vraiment une belle aventure avec Béziers. Et même l'année de la descente, du coup, Ouais. pareil, on descend la dernière journée malgré qu'on gagne. Ouais. Il fallait que sur un autre terrain, une équipe. Donc gagne deux pas. destins similaires en fait quoi du coup, C'est ça, mais complètement paradoxaux. Complètement quoi. à l'opposé. Ouais. Mais malgré ça, en fait, ça reste vraiment des bons souvenirs parce Ouais. qu'on a amené le club en Ligue 2 et on était vraiment une petite équipe de Ligue 2. On a réussi à faire des matchs exceptionnels comme à Valenciennes où on gagne 5-4. Enfin voilà, il y a eu des moments, malgré cette descente, le contenu de la saison était vraiment incroyable aussi. Ouais. Du coup, recrutement au MHSC, comment ça se passe ça? En fait, l'année de la descente avec Béziers, moi je voulais continuer dans le monde professionnel en fait. Ouais. Donc j'avais postulé en fait j'avais un ami qui m'avait parlé de Marseille, l'Olympique de Marseille, qui recherchait un analyste pour le centre de formation. Au final, ça a traîné et donc j'étais dans l'attente. Et là, j'ai Jonathan Lurent, donc qui était mon coach à la SLAT en fait, avec qui on est monté en 19 nationaux. Donc qui m'appelle et qui me dit voilà, j'ai mon adjoint qui part, Olivier Renard, qui est parti à Lorient. Donc voilà, est-ce que tu serais intéressé pour venir au club et tout? J'ai dit bah ouais, ça m'intéresse, moi je cherche un nouveau projet. Donc il m'a dit bah, tu viens faire un entretien, j'ai 5 autres entretiens. Donc c'était des personnes du DU notamment, et des anciens aussi stagiaires du club qui venaient de passer la saison. Donc voilà, je fais l'entretien et tout se passe bien et du coup je crois que le lendemain ou le surlendemain il m'appelle et il me dit bah, c'est ok, on va travailler ensemble. Et après pour la petite anecdote, j'ai Marseille après qui me rappelle deux jours après. Ouais.
Et en fait, la personne du centre de formation, elle me dit bon, nous, ça ne va pas se faire. Du coup, j'envoie ton CV aux pros, parce que les pros sont à la recherche d'un analyste. Ouais. Et donc, j'ai la personne qui m'envoie un mail et qui me demande de venir à Marseille pour un entretien. Et du coup, je lui dis que C'est pas possible. c'est pas possible. J'ai donné ma parole Montpellier. à Montpellier et je suis parti pour Montpellier. Ah ouais, tu aurais pu faire partie de l'Olympique de Marseille. J'aurais hein, pu du coup, aussi, quoi. ouais. Mais je regrette pas du tout. Ouais. On est plus tranquille ici. Ouais. Pas de vagues, Au moins, club c'est familial, tranquille. tout le monde est Ouais, cool. t'as Et... raison. Qu'est-ce que tu Aucun regret. retiens quelle différence tu fais surtout entre l'ASB et le MHSC et quelle ressemblance aussi Bah, la différence, c'est le professionnalisme. Hein. Ouais. C'est normal aussi. Hein. Béziers, malgré qu'on ait été en Ligue 2, on restait dans le fonctionnement. Semi-pro, quoi. Ouais, c'est ça, semi-pro, parce que dans le fonctionnement, dans les installations et tout, voilà, on a lutté pour essayer de faire comme les autres, quoi. Et comparé à Montpellier, vous voyez, les installations, ça n'a rien à voir, quoi. C'est de la Ligue 1. Ouais. Mais après, beaucoup de similitudes par rapport au club familial. Ouais. C'est vraiment des trucs qui se retrouvent. Vous êtes tous proches les uns des autres. en Ouais, fait, c'est quoi. ça. C'est vraiment, il y a vraiment un esprit club, c'est D'entraide. réel, ouais, d'entraide. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se parle. Et ça, c'est une chose que j'ai retrouvée ici et qui m'a fait du bien aussi, ouais, qui me plaît. Ouais. Est-ce que tu connais d'autres analystes de la Ligue du coup? Ouais, on se connaît quasiment tous. Ben, on est beaucoup sortis du DU de Montpellier, Ouais. de la fac du coup. Ouais. Donc ancien stagiaire ici, Rudy Cuny qui est à Rennes. Nos deux stagiaires de l'année dernière du club, un qui est parti à Auxerre et un qui a rejoint l'Olympique de Marseille aussi. Ouais. Et après voilà, on se connaît tous, on s'entend très bien, on a un groupe WhatsApp pour s'échanger en fait. C'est ça ce que j'allais dire, vous travaillez ensemble des fois, Ouais, vous ouais. partagez des pratiques. Ouais. Ouais, on essaye de partager au maximum. Des fois ça peut bloquer, mais ça vient de plus haut. C'est rarement les analystes qui bloquent parce que en fait si tu donnes, ben, tu vas recevoir. Ouais. Donc comme pour travailler on a besoin d'images, de données et tout, si tu donnes tu reçois, au moins tu fais un travail beaucoup plus important. Et ça Jonathan est une des personnes, un des piliers avec deux ou trois autres analystes qui essayent de faire monter l'analyse vidéo en France Ouais. en fait. Et qu'on soit reconnu au niveau de la Ligue, de la Fédération, etc. Parce qu'au niveau de la fédération et de la Ligue, tu sens que c'est encore un peu opaque, c'est un métier en fait là du coup qui est pas forcément reconnu encore? Ouais, c'est reconnu, mais en fait on essaye de demander des choses. Ouais. Par exemple, maintenant quand on arrive en match, on a quatre vues différentes. Ouais. Donc ça on le voyait avec Mediapro là. Ouais. Sinon tu le vois avec Canal, avec beIN. Ouais. Mais ça doit passer par la Ligue en fait. Et si la Ligue met des choses en place, des contrats où ils demandent par exemple voilà, de donner à chaque fois les quatre vues aux analystes, Ouais. mais ça nous fera gagner du temps parce D'accord. qu'on n'aura pas à aller voir à chaque fois Canal, beIN pour demander des choses. Demandez, ouais, d'accord. Voilà, on essaye de se faire prendre en charge des logiciels, de mettre des plateformes en place qui seraient payées par la LFP pour qu'on puisse un peu alléger nous de notre côté au niveau du club, comme un peu les préparateurs physiques ont fait. D'accord. Et voilà. On va revenir sur Montpellier. 11e du classement, 9 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 39 buts marqués, 44 encaissés. L'année dernière, à la même époque, vous étiez 5e, 10 victoires, 7 nuls, 7 défaites. Quelle différence tu fais par rapport à l'année dernière en fait, là, du coup? Sachant que on s'était vu un petit peu l'année dernière, vous aviez fait un très bon début de saison, première partie. Et puis bon, il y a eu une période hivernale qui a été un peu plus difficile. Comment tu l'expliques toi? Après déjà la saison dernière était différente parce que ça s'est arrêté à la 28e ouais. journée. Ouais. Je pense qu'on fait à peu près le même début de saison. Vraiment sur les 10 premiers matchs on commence fort. Là on a eu un trou là dernièrement, 8 matchs sans victoire. Décembre, janvier, va dur. Ouais. Ça a été compliqué, ça peut s'expliquer par les blessures qu'il y a eu, les cas de Covid. Enfin voilà, cette année encore, c'est encore plus que l'année dernière. Je pense que c'est une saison très particulière. On voit beaucoup d'équipes gagner à l'extérieur. Ouais. Comme nous par exemple, on a gagné qu'un match l'année dernière. Là, on a gagné beaucoup plus, mais on est beaucoup moins performant à domicile. Donc le fait qu'il n'y ait plus les supporters, ça y fait. Ouais. Et après, voilà, c'est des phases, c'est des séries comme ça où tu ne peux pas non plus trop l'expliquer. Il y a une grosse partie, je pense, psychologique. Où quand tu commences à perdre 1-2 matchs, à ne pas gagner, tu te mets dans la tête la spirale négative. Voilà. Et à l'inverse aussi, quand tu commences à faire des séries aussi,
Ça peut aller loin. Donc là, on a repris notre marche en avant. Ouais. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas perdu. On reste sur 2 victoires. Donc c'est bien avant d'aller affronter Lyon. C'est une bonne chose parce que ça va être du costaud. Est-ce que tu ressens, toi, que c'est une année un peu particulière? Ça fait 1 an et demi que c'est un peu particulier dans la tête des joueurs, pas de public. Effectivement, comme tu as dit, les cas de Covid, c'est quelque chose de spécial, en fait, là. Est-ce que toi, tu le vois au niveau des joueurs, même les équipes, les grosses écuries, il n'y a pas tant d'écart, en fait, quoi, du coup, hein. C'est ça, cette année, comme je te disais, déjà nous on le ressent dans les tribunes en tant qu'analyste vidéo, quand on ne voit pas les supporters, ça nous fait bizarre. Alors quand tu es sur le terrain, je pense pour les joueurs ça doit être encore pire. Et du coup, le point positif, on va dire, de ça, c'est que le championnat est très serré et que là, les 4 de devant qui sont un peu détachés, je pense que les 4 peuvent prétendre au titre de champion. Donc, sachant que Lyon, Marseille ne jouent plus de Coupe d'Europe, Monaco non plus, donc même si Paris reste favori, je pense que par rapport à leur parcours en Ligue des Champions, ça pourra les pénaliser en championnat. Et puis il y a Lille aussi qui est... Faudra un petit pronostic pour le futur champion? Moi je vois bien Lille. Ouais. Ah ouais, Lille, surprise là. Ouais, c'est une équipe qui est très efficace en fait, qui n'est pas flamboyante. Enfin, au niveau de leur jeu, c'est pas une équipe où on va prendre énormément de plaisir à les voir jouer. Mais c'est efficace. Mais c'est très efficace et ils sont beaucoup sur la transition aussi et ils font très mal et individuellement ils sont forts et ils ont un bon coach aussi, donc je pense qu'ils pourront aller loin. Est-ce que personnellement, toi, aujourd'hui, il y a des matchs où tu t'es dit, il y a une erreur que j'aurais peut-être pu voir en fait là du coup, et peut-être que ça aurait pu faire tourner le match? Ça on le voit, mais après c'est pas, on peut pas se dire cette phrase en fait, parce qu'il y a tellement de choses à côté que c'est pas en voyant une chose et en se disant on aurait pu régler ça. Voilà, c'est ça. Ça aurait pu peut-être éviter si c'est un but ou quoi. Mais après tu peux pas te projeter, c'est compliqué malgré le fait qu'on fasse du live. Donc ça c'est la partie de Jonathan où en première mi-temps il est en contact avec le banc et on va séquencer donc pareil des choses sur la première mi-temps. Pour faire un retour à la mi-temps, on a un grand écran, une grande télé dans le vestiaire. C'est intéressant parce que du coup il peut y avoir des retours directement à la mi-temps. En fait. D'accord, ok. Ouais. Donc il y a des retours à la mi-temps, donc on peut à ce moment-là régler des choses. Ajuster, okay. Donc on fait un petit montage de 4-5 séquences, ça dure pas très longtemps, ça doit durer 5 minutes avec le discours du coach. Et on revient à ce qu'on disait où l'image est vraiment comparée à un speech de mi-temps sans image et avec un montage, ça n'a vraiment rien à voir. Parce que là, c'est ça donne un gros appui et on peut voir tout de suite le problème qu'on a rencontré ou les choses qu'on a bien faites à répéter. Donc ouais, on peut quand même essayer de donner un impact avec notre travail sur le match en lui-même. Pas que avant et pas que après. Le plus important, c'est de régler la chose le plus rapidement possible. Donc je pense que cette partie-là, ce montage-là à la mi-temps, il est très important. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui souhaite faire ton métier? D'être passionné déjà, d'être passionné par le football. Faut être quand même à l'aise en informatique. D'accord. Après, voilà, les jeunes, si c'est des jeunes qui veulent faire ça, souvent on est plus ou moins à l'aise, donc il n'y aura pas de problème. Et après, c'est de ne pas compter ses heures au départ en fait, de ne pas compter ses heures de travail. Parce que tu sacrifies beaucoup de choses quand même. C'est ça, ta vie de famille, parce que les matchs c'est le week-end. Donc c'est le point contraignant du métier, mais après tout ce qu'il y a autour c'est tellement beau que ça peut te faire oublier en fait. Pour une personne, je pense, qui est seule et qui n'a pas d'enfant, c'est exceptionnel. Après ça peut devenir plus compliqué, mais on s'adapte et voilà, au lieu d'avoir samedi, dimanche, on a un jour de repos le lundi et tu profites autrement, mais c'est des détails. Et pour une personne qui se lance, quel conseil tu donnerais? Des erreurs que tu as pu faire toi peut-être au début et que finalement aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence ce métier-là? Déjà, c'est de se former, comme on disait tout à l'heure, au niveau tactique, donc au niveau du coaching.
Donc ça, c'est très important et on va le demander de plus en plus aux analystes, c'est d'avoir des diplômes d'entraîneur. Donc on ne demande pas d'avoir le BEPF professionnel, mais d'avoir les premiers, BMF, BEF, après d'aller le plus loin possible. Pour avoir un socle quand même. C'est ça, pour avoir un socle, parce que quand vous allez venir en entretien, il va falloir parler football, quoi. On ne va pas parler que ordinateur et gestion d'un logiciel. Donc il faudra parler football, donc il faut une grosse base de connaissances sur ça. Vous ne recrutez pas des développeurs, quoi, en fait. C'est ça, voilà, c'est vraiment c'est ce qu'on essaye de faire. Après, dans certains staffs, avec certains coachs, il y en a qui font un peu ça, il faut faire le dos rond aussi, hein. Moi, j'ai pu commencer à Béziers où on me donnait une feuille avec telle minute je mets ça, telle minute je mets ça. Voilà, c'était pas vraiment analyse, j'étais plutôt monteur vidéo, mais tu commences comme ça et c'est normal. Le coach, il te connaît pas, il sait pas ce que tu vaux. Et au fur et à mesure, en fait, ce coach-là, il m'a laissé faire, en fait. Donc c'est un peu comme ça aussi que tu gagnes la confiance d'un coach. Ouais. Donc voilà, passer ses diplômes, s'adapter. Vraiment être capable de s'adapter. Si on te dit ça, même si tu n'as pas la même vision, tu te plies à ce qu'on va te demander et aux définitions qu'on va te donner. Et après, beaucoup travailler un peu en dehors du travail, rechercher via des articles, via des documentaires. Il y a plein de choses. C'est ça pour essayer de progresser plus vite que les autres. Nous, c'est ce qu'on essaye à Montpellier, c'est d'être malgré le budget qu'on a, et c'est d'essayer d'être en avance en fait sur notre temps, ne pas subir les choses et à chaque fois essayer de voir ce qui se fait dans d'autres pays, sur d'autres continents et essayer un peu de copier pour se rapprocher de ça et pour être en avance et ne jamais être mis au dépourvu, quoi. Célim, on approche de la fin de l'interview. Je vais te poser 5 petites questions courtes. Ton plus beau souvenir sportif? En tant que joueur ou Comme tu veux. tout mélanger? Tout mélangé. Je dirais la montée avec Béziers, hein. Ouais. Ah, c'était exceptionnel. Ouais, franchement, c'était... Il y a une sacrée soirée derrière? Tout au long de l'année, ouais, il y a eu des soirées. Un peu chacun, entre les dirigeants et les joueurs. Ouais. Mais moi, j'étais pas. Ouais. Mais les joueurs, ils ont bien arrosé ça et c'était magnifique. Ouais, c'était mérité. On a fait quelque chose d'extraordinaire. La pire sportive? La pire sportive, je dirais la descente, mais même si sur le coup, tu es dégoûté quand même. Tu mets du temps à t'en remettre quand même parce que tu y penses souvent, surtout que c'était on ne monte pas à un point, dernière journée, mais à un point. Donc tu te remémores des matchs en fait dans la saison. Où déjà le match juste avant, l'avant-dernière journée, on fait 0-0 à Orléans. On a des occasions de fou et Orléans ne jouait rien et après on se l'est répété. Moi en tout cas je me le suis répété, je me suis dit qu'en revoyant le résumé de ce match, je me disais putain on aurait mis ne serait-ce qu'un but et on aurait sûrement été maintenu. Après on ne sait pas, à la dernière journée on n'aurait peut-être pas gagné, mais ouais je pense que sur le coup c'est la plus grosse déception au niveau sportif. Un coéquipier qui t'a marqué techniquement? Un coéquipier ou un joueur avec qui tu as travaillé? Je dirais TJ Savanier ici, à Montpellier. Ouais. Techniquement, c'est très fort. C'était très fort. Ouais. C'est vraiment... L'entraînement, ça doit être impressionnant. Ouais, l'entraînement, c'est très impressionnant aussi. Puis pareil, par rapport à son physique, en fait, il arrive à compenser énormément et sa qualité technique est tellement au-dessus qu'il arrive à faire des différences. Puis c'est un gaucher aussi. Non, c'est un droitier. Ah, il est droitier. Il est droitier. Tu vois, t'es bon. Ouais, un super joueur. Très bon joueur, ouais. C'est quoi tes projets après le foot? Est-ce que tu en as déjà? Non, pour l'instant, je me projette pas. Non. Je suis très bien ici, très bien dans ce métier, donc pour l'instant, non, pas de projection sur dans un autre domaine. Écoute Célim, merci beaucoup pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Merci à toi. Une belle fin de saison avec Montpellier. Ouais. Une place européenne, ça va être compliqué, mais bon, peut-être qu'il en restera une. Hein. On peut jouer la 5e place. Ouais. Un beau parcours en coupe. Le club y est très attaché, le coach, nous tous aussi, donc ça serait vraiment une bonne chose. Et puis de continuer dans ce métier-là le plus longtemps possible et faire ce que j'aime.